Bonjour, je vais vous présenter des premiers éléments sur le programme Un chez soi d'abord. Donc, mon propos sera en deux temps. Un premier temps sur l'organisation générale. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent le programme, donc je vous présenterai des chiffres assez globaux. Un deuxième temps sur des résultats à 24 mois qui sont, alors ce ne sont pas du tout des résultats de la recherche puisque les résultats de recherche vous seront présentés un peu plus tard dans l'après-midi par le professeur Ocquier et son équipe de l'université de Aix-Marseille. Moi, ce que je vous présenterai, c'est en fait le point de vue des équipes et des éléments qui sont issus de l'activité des équipes. Donc peut-être la première diapositive. Je fais juste un tout petit rappel historique pour vous dire que ce programme vient d'une histoire qui est une histoire à la fois liée à la question des mouvements sociaux et d'une histoire aussi qui vient de Marseille sur un squat thérapeutique, mais Vincent Girard qui est dans la salle peut-être pourra en reparler plus tardivement, donc avec des acteurs qui étaient des acteurs associatifs et la PHM aussi qui était présente, l'association HAS et Médecins du Monde et puis les Enfants du Canal sur toute cette histoire de mouvements sociaux. En même temps, un certain nombre de rapports qui, dans cette même période, ont montré que, eh bien, cette question des personnes sans abri, en tout cas la façon dont c'était traité dans le cadre des politiques de l'urgence sociale n'avait pas une grande efficacité et que le nombre de personnes à la rue était toujours important et surtout, dans le cadre de l'étude Samantha, qu'un certain nombre de personnes, et un nombre quand même relativement notable puisqu'on allait jusqu'à 30%, avaient des troubles psychiques, avaient des problèmes de santé qui n'étaient pas traités ou en tout cas qu'en termes d'état de santé, on n'était pas efficace. À la suite de ça, donc, il y a une prise en compte institutionnelle avec la loi Dallot, la création de la DIAL, donc pour que ces problèmes-là soient pris en compte dans une vision interministérielle, pardon. Et puis en s'appuyant sur des expériences qui venaient de l'étranger, dans le cadre du rapport sur la santé des sans chez soi, il a été proposé d'expérimenter ce programme qu'on a intitulé en France le programme Un chez soi d'abord. Donc je veux bien le... Alors ce programme, comme vous le savez, il cible un groupe de personnes pour lesquelles, effectivement, les différents besoins n'étaient pas couverts. Comme c'est un programme de recherche, et avant tout un programme de recherche dans lequel il y a un bras expérimental, les critères sont assez précis, avec des troubles psychiques sévères, avec des personnes qui sont à la rue, et puis ce qu'on a appelé des besoins élevés, c'est-à-dire des personnes qui avaient des addictions et qui avaient passé du temps à la rue, ou en hospitalisation ou en incarcération. Je ne m'étendrai pas sur les détails du programme de recherche. Et la spécificité, c'était de dire, bien, on va inverser le paradigme, c'est-à-dire au lieu de demander aux gens commencez par vous traiter et réduire les addictions, eh bien on offre d'abord un logement sans condition de traitement ou de réduire des addictions, et puis à partir de là, eh bien on travaille avec les personnes dans le cadre d'un accompagnement soutenu, pluridisciplinaire, qui est basé sur le rétablissement. Alors, dans le cadre de la journée, il y aura des points de vue différents et vous verrez tout à l'heure une table ronde sur les pratiques professionnelles qui sera centrée sur cette question du rétablissement. Mais en bref, on part des choix des personnes et on travaille à partir de leurs forces. Donc, ça, c'est ce programme de recherche qui a été testé. Et finalement, les questions qu'on peut se poser, est-ce que c'était faisable ? Parce que c'était quand même un pari de départ de cibler cette population-là, comme l'a dit notre délégué interministériel, que sur les différents territoires, tout le monde joue le jeu. On sait bien qu'on est sur des visions qui sont souvent très cloisonnées. Et puis qu'on puisse avoir une coalition positive entre une équipe de recherche, et puis épidémiologique, qualitative, des acteurs de terrain, pour expérimenter ce programme. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que oui, c'est faisable, puisque au bout de ces 3 années, on a, comme vous le voyez sur la slide, 4 territoires qui sont fortement investis, des acteurs de terrain de champs très variés, à la fois hospitaliers, à la fois associatifs, acteurs du logement, acteurs de l'addiction, du social, de la santé, etc., qui sont investis, une équipe de recherche. Vous voyez qu'on a inclus dans le programme, qu'on a intégré dans le programme plus de 700 personnes et que sur l'axe, le bras dans lequel moi je travaille plus particulièrement, qui est le volet expérimental, on a 353 personnes. Donc oui, il y a eu du décloisonnement très, très clairement.
Oui, il y a eu une implication sur tous les territoires des collectivités territoriales, des différents acteurs, et il y a eu un fort investissement financier qui a été d'un côté de la sécurité sociale et de l'autre côté de l'État pour soutenir ce programme. Donc là aussi, toutes les administrations centrales qui travaillent sur ce programme participent à cette vision décloisonnée et interministérielle. Donc oui, on peut dire que c'est faisable. Et finalement, comment ça marche? C'est un petit peu ça que je vais présenter sur cette diapositive. Pour que ça fonctionne, déjà, il faut capter du logement. Donc aujourd'hui, je me tourne un peu, je suis désolée, mais comme je n'ai pas les slides en face, on a capté 382 logements. Essentiellement, vous le voyez dans le parc privé, grâce au dispositif d'intermédiation locative. Le temps d'accès moyen au logement a été assez rapide, puisqu'on est sur une moyenne, enfin je crois que la recherche a des chiffres plus précis, mais nous, on est à peu près sur une moyenne de 4 semaines. On a pu avoir des accès au logement très rapides en 48 heures. Pour certains, ça a été beaucoup plus long, pour différentes raisons d'ailleurs, mais la médiane est autour de 1 mois. Et on a peu de logements dans le parc public. Alors ça augmente, c'est un des points de tension en tout cas, et c'est un des éléments qu'il faut qu'on arrive à débloquer. Après, bien, la question du logement ne peut se voir que, évidemment, s'il y a un accompagnement. L'accompagnement est intensif, il est soutenu par des équipes pluridisciplinaires. Et on a eu près, alors c'est évidemment ce chiffre est pas totalement précis, mais à la louche, on a eu près de 35 000 rencontres sur les 4 sites et sur les 3 ans. Paris ayant commencé 1 an plus tard, donc Paris a 2 ans d'existence, et donc les personnes sont vues au moins une fois par semaine, dans des accompagnements qui sont très variés, sur des lieux très variés, suivant là où en est la personne et ce qu'elle souhaite faire, et des accompagnements au domicile, ainsi qu'une astreinte téléphonique. Donc je vous ai mis sur le camembert les professionnels. Alors c'est pas en équivalent temps plein, mais c'est en nombre de personnes, pour que vous voyez un petit peu toutes les personnes qui ont œuvré. Il y a donc à la fois des médecins, à la fois sur la psychiatrie, addictologie généraliste, des coordinateurs, des acteurs de la gestion locative et de la captation locative, du personnel administratif, des médiateurs de santé pairs. Donc on en parlera tout à l'heure, donc je ne m'étends pas sur cette spécificité du programme, des travailleurs sociaux, des infirmières et des psychologues. Voilà, toutes ces équipes travaillent en transdisciplinarité sur le programme. Alors, ce que je vous propose là, c'est de faire une photographie des gens qui sont arrivés à 24 mois. Donc sur le principe du programme, sur le principe de recherche, chaque personne qui rentre dans le programme est suivie 24 mois dans le cadre du programme de recherche. Donc les 24 mois, c'est une date butoir, donc j'ai choisi de faire cette photographie à 24 mois. Ceci dit, à partir du moment où les équipes continuent, les gens peuvent continuer à être suivis bien au-delà des 24 mois, c'est ce qui se passe d'ailleurs, mais ça permet, comme on est sur un programme qui est mouvant, et avec des gens qui rentrent dans l'expérimentation. En fait, le temps de l'expérimentation et de les inclusions, il y avait quasiment une personne qui rentrait chaque semaine sur chaque site. Donc c'est vrai que du coup, on avait une vision qui était différente en permanence. Donc de faire cette photographie à 24 mois permet d'avoir des données qu'on arrête à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'on a alors 120 personnes dans les chiffres que je vous donne, hein, ça représente 120 personnes. C'est issu du bilan d'activité des équipes. Et là, il y a à peu près 40 personnes sur les 3 sites. Alors, 3 sites, pourquoi? Parce que Paris ayant commencé 1 an plus tard, les personnes qui sont arrivées à 24 mois, c'était juste le mois dernier. Et donc, je les ai pas inclus dans ces éléments-là. On a eu 2 personnes qui sont décédées, puis 4 qui ont quitté le programme dès le début, sur ces personnes qui sont arrivées à 24 mois. Donc, les données portent sur 114 personnes. Vous voyez l'âge moyen, donc une dispersion puisqu'on a des gens très jeunes, et je pense que la doyenne, elle est lilloise, si je ne me trompe pas. Je sais pas si, hein, Olivier, c'est ça. Donc la doyenne a 71 ans, elle est lilloise. Il y a un peu moins de 20% de femmes, et 31 personnes ont eu des enfants. Donc la suivante. Alors là, cette slide, c'est pour vous montrer en fait finalement l'activité. Vous verrez sur le film, on voit pas mal aussi ce que font les personnes en fait, et toutes les activités
auxquelles elles ont participé. C'est ce que connaissent les équipes. Il y a évidemment plein d'autres choses, puisque les gens vivent dans leurs appartements, ils sont sous-locataires et voilà, il y a sûrement plein d'autres choses qui se font et qui échappent à la connaissance des équipes. Mais en tout cas, ça, c'est ce qu'on connaisse les équipes. Et durant le temps du programme, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à des activités d'entraide, beaucoup de gens qui sont déplacés, de participation à des GEM, des activités de culture, de loisirs, du sport. J'ai noté qu'effectivement la question des enfants, parce que plus de 40% des personnes, donc un peu moins de 50, de la moitié, ont pu recevoir leurs enfants chez eux depuis qu'ils ont leur appartement. La plupart des personnes ont des contacts avec des amis, de la famille, et puis un axe assez particulier qui est développé dans le programme, qui est l'accompagnement vers l'emploi et la formation. Et donc 30% des personnes, sur ce focus de gens qui sont arrivés à 24 mois, ont été accompagnés vers l'emploi et la formation, et il y en a 15% qui ont travaillé durant le temps du programme. La suivante. Alors, je vous ai mis un petit focus sur les droits et les ressources. Donc, 96% des gens, à l'issue des 24 mois, avaient l'allocation pour le logement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques situations administratives complexes pour lesquelles l'APL est en cours. En termes de ressources, la plupart des personnes, 74%, bénéficiaient de l'allocation adulte handicapé, un certain nombre du RSA, et puis quelques personnes de salaire, de retraite ou d'ACEDIC. En termes de sécurité sociale, pour les personnes qui ont le RSA et quelques autres, on a des personnes qui bénéficient de la CMU, sinon la sécurité sociale de base, et puis une bonne partie des personnes ont soit une ALD 100%, donc pour avoir une couverture sur la pathologie, ou une mutuelle. Et enfin, en termes de mesures de protection, 20% bénéficient d'une curatelle ou tutelle, et puis 8% d'une MASP, qui est une mesure de protection un peu plus souple sur les minima sociaux. Alors, je vous ai mis quelques éléments concernant le logement. Sur la question la gestion du quotidien, 26% des gens, c'est-à-dire à peu près un quart, ont fait appel à l'équipe pour un accompagnement sur la gestion du quotidien, mais une grande majorité n'a pas eu nécessité de faire appel à l'équipe. Il y a quelques situations un peu plus complexes, vous voyez, 8%, et puis il y a un quart des personnes qui ont pu à un moment donné solliciter l'équipe parce qu'elles avaient le sentiment d'être un peu envahies par des connaissances, des amis à eux sur, ou peut-être, je ne sais pas si on peut dire le nom d'amis, mais en tout cas, ça a été un peu délicat à un moment donné, donc dans leur logement. Un focus particulier sur la question du relogement. Donc, on a beaucoup utilisé le relogement. Pourquoi? Parce que souvent, le premier logement n'était pas forcément le bon. Quand un logement était proposé lors de l'entrée dans le programme, eh bien certaines personnes l'ont pris, et puis dans un second temps sont aperçues que soit le quartier, soit le lieu où était le logement ne convenait pas, soit le voisinage. Enfin, il peut y avoir moult raisons. Donc cet outil du relogement est vraiment très important parce que ça évite que les situations puissent s'engrammer, se complexifier, et on peut être réactif assez rapidement. Dans certains cas, il a pu y avoir des troubles du voisinage. 12% des gens ont été relogés sur le parc social. Donc là aussi, c'est un point qui est important et qu'il faudra développer. Sur la question du paiement du loyer, 83% des gens ont un reste à vivre qui est insuffisant. Donc là aussi, il y a du travail à faire pour qu'on trouve des appartements moins chers ou que les personnes puissent aller vers le logement social. Et puis 60% des gens ont payé leur loyer tout à fait régulièrement, et on a 12% de situations qui ont été un petit peu plus complexes. La diapositive suivante. Alors, à 24 mois, 84% des personnes ont eu un suivi régulier sur le temps des 24 mois. 86% sont toujours logés. Vous voyez le ratio entre le parc public et le parc privé. À la fin des 24 mois, un certain nombre ont quitté le programme et l'accompagnement. Elles sont allées vers d'autres types de solutions, ou elles ont quitté la ville pour certaines, ou retrouvé leur famille.
Pour d'autres personnes, il y a eu d'autres solutions de logement qui ont été proposées. Certaines les ont d'ailleurs trouvées elles-mêmes. Et puis, je vous ai mis au niveau des hospitalisations. D'ailleurs, j'aurais pas dû le mettre là parce que j'avais une slide sur la santé. Excusez-moi, c'est une erreur, mais je les traite là. Et puis après, on va passer sur la slide de la santé. Donc, il y a eu 62% des personnes qui ont été hospitalisées sur les 24 mois. Et vous voyez le ratio sur les différents types d'hospitalisation. Voilà, donc c'est la santé, ça introduit la santé par les hospitalisations, c'est pas très promotion de la santé, mais bon, tant pis. Donc on tenait aussi à montrer quand même qu'il y a un pourcentage important de gens pour lesquels il y a aussi des pathologies chroniques somatiques. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a nécessité, dans le cadre des parcours de soins, d'avoir un suivi régulier. La notion des addictions aussi, pour un certain nombre de personnes, elles disent elles-mêmes que ça a un impact sur leur quotidien. Et puis, on voit que ce sont des personnes qui avaient, pour beaucoup d'entre elles, un suivi quand même, un suivi régulier. Mais pour autant, on n'a pas là, dans ces chiffres-là, de notion qualitative sur ce suivi. Il y a des suivis qui ont été maintenus, il y a eu des soins qui ont été engagés, et il y a eu à certains moments des ruptures de soins. Et on voit bien que l'enjeu est bien d'aller vers des parcours réguliers de soins pour qu'on n'ait pas des parcours itératifs. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Dans les points de vigilance, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la question du reste à vivre. On a dans la population là qui est arrivée à 24 mois, mais aussi dans la population qui est dans l'étude, des gens qui financièrement sont sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est un point important. Donc toutes les démarches d'accès à l'emploi sont des démarches importantes. Il y a eu des incidents, il y a eu une gestion de ces incidents. On en a à peu près 10 à 15 selon sur les sites, sur l'ensemble sur chacun des sites, sur les 3 ans. Voilà, donc il faut de la réactivité pour gérer ces incidents. Un point particulier dans le cadre des incarcérations, il y en a eu un certain nombre. Le programme a évité aussi des incarcérations, mais c'est vraiment une vigilance dans le cadre des incarcérations puisque ça amène souvent à des pertes de droits et donc à des pertes de logement. Et cette nécessité de pouvoir garder cette possibilité et cette souplesse au niveau du relogement et de maintenir un suivi intensif si nécessaire. Alors je vous ai mis là voilà, ce camembert pour essayer de voir un petit peu quelle serait l'image au bout de ces 24 mois. Globalement, la moitié des gens, c'est le gros paquet en bas, souhaitent et peuvent rester dans le logement à la fois financièrement, et puis ça s'est bien passé dans le logement. Et puis après, on a des situations diverses et variées, donc des gens pour lesquels il faut trouver un logement moins cher, des gens pour lesquels le relogement est en cours, des gens qui ont des difficultés pour le paiement du loyer, pour le suivi. Et puis vous voyez, dans l'autre cas, j'ai pas de flèche pour vous le montrer, on a eu des gens qui ont quitté le programme. Donc en gros, on va dire pour 60% des gens aujourd'hui, avec ce suivi qui est mis en place, le maintien dans le logement est tout à fait possible. Quelques points qui sont issus du travail qu'on a fait avec les équipes. Le point le plus important, c'est que clairement, il n'y a pas de caractère prédictif à la capacité d'habiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir a priori, avec telle personne ça va marcher, avec telle autre ça va pas marcher. Ça apparaît vraiment dans ce qu'en disent les équipes et peut-être dans les interactions après, dans les questions-réponses, il y aura des exemples précis autour de ça. Il faut essayer, il faut être très inventif sur le type d'accompagnement. Mais on peut pas se dire tel type de profil ça marchera jamais, tel type ça marchera. Donc il faut tenter et vraiment ça vient des moyens mis en place et de l'inventivité qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de l'accompagnement. Et puis la question vraiment importante de la sécurité qui est le premier step, je dirais, à la fois par le logement et par l'accompagnement. Il y a je vous ai parlé de cette astreinte, le fait que on puisse appeler les équipes, qu'on puisse avoir recours et vous verrez dans le film c'est bien noté. Il faut du temps, il faut de la réactivité, de l'inventivité dans les moyens, mais pas d'objectif a priori. Il faut avoir cette palette de moyens qu'on met à disposition de la personne. Alors, on le dit, c'est la personne au centre, c'est dans la loi de 2002, mais clairement là, on voit bien qu'en ne posant pas d'objectif a priori du service, mais en mettant ces moyens à disposition, on arrive à ça. Et puis, une transdisciplinarité, puisque vous avez vu dans les équipes, on a tous les métiers, y compris la fonction de médiateur santé-pair. Et donc, ça ouvre cette transdisciplinarité.
C'est un processus systémique, c'est-à-dire que finalement tout va pouvoir potentialiser et qu'on part. Alors, l'hypothèse de départ, c'était le logement et ça va suivre derrière et non pas l'inverse, c'est-à-dire on demande aux gens de se traiter et après on loge. Bien là, on voit que finalement, quel que soit le point de départ qui est lancé par la personne, ça potentialise les effets quand on est sur des éléments positifs et on continue à travailler et vous verrez bien dans le film qu'à un moment donné la question des soins arrive si elle est nécessaire mais elle n'est pas première. Et puis tout l'impact de l'environnement, c'est-à-dire plus l'environnement est favorable, alors j'ai l'impression de dire des choses de base mais finalement c'est tout à fait expérimenté dans le programme, plus l'environnement est favorable, tant en termes de voisinage, tant en termes d'offres, tant en termes de travail, enfin on le voit bien, et c'est ça qui va faire levier, et c'est ça qui va faire qu'on va potentialiser les effets positifs et qu'on va pouvoir aller après vers des parcours qui seront des parcours, je dirais entre guillemets beaucoup plus classiques et avec moins de rupture. Et puis la question de la stigmatisation, c'est-à-dire que cette question reste toujours ouverte et elle est toujours importante, elle est toujours à traiter évidemment. Et dans les perspectives, c'est la dernière slide. Eh bien, les perspectives, je vous avais pas mis de calendrier, mais le programme a commencé en avril 2011. Donc tout ce que je vous ai présenté, les résultats de la recherche que vous verrez tout à l'heure à 17h, c'est vraiment des choses qui se sont déroulées sur les 3 dernières années. Donc finalement quelque chose d'assez rapide, puisqu'on a quand même monté tout le dispositif en peu de temps. On a une poursuite de 2 ans de l'expérimentation jusqu'en avril 2016. La première raison, c'est poursuivre le suivi de la recherche, approfondir les données, et puis on continue le suivi pour les personnes le nécessitant. On s'est engagé à promouvoir une solution pérenne pour chaque locataire qui était dans le programme. Et puis cette modélisation dont notre délégué a parlé, pour des pistes effectivement, puisque l'enjeu maintenant c'est passer d'une expérimentation à une politique publique, et c'est vrai qu'on a tordu un petit peu les choses, je dirais ça, avec beaucoup de guillemets, mais il y a eu, tout le monde a œuvré pour que ça se fasse, en allant, et cela pour les porteurs en particulier, au-delà de ce que l'institution parfois fait d'habitude. Et maintenant, il va falloir voir comment on peut mettre tout ça dans le cadre d'une politique publique. Voilà. Et puis, je terminerai juste sur le réseau européen, puisqu'on travaille avec les autres partenaires du réseau européen, et ça aussi, il faut qu'on le continue. Voilà. Merci.